Bienvenue, je m'appelle Sylvia Micone et vous écoutez Impact Positif. Dans ce podcast, je discute avec de simples citoyens, des entrepreneurs, étudiants, artistes, penseurs, scientifiques. Ils ont un impact positif sur la société, l'environnement, ils inspirent, ils font tout simplement. Face à l'urgence climatique, la crise démocratique, face à une société aux inégalités croissantes, 1 million de révolutions ont surgi et des dynamiques se sont mises en place. Bienvenue dans ce monde en transition où chacun, à son échelle, peut trouver sa place et faire bouger les lignes. Ces femmes, ces hommes, je les rencontre depuis des années. Je veux savoir qui ils sont, pourquoi ont-ils lancé leur projet, comment ont-ils eu l'idée, quelles sont les solutions qu'ils proposent et pour quels impacts. On a découvert un modèle économique qui permet de respecter l'environnement, qui crée des emplois en France, qui recrée de nouvelles filières. Finalement, on ne serait pas tellement à la hauteur de ce potentiel-là si on s'en satisfaisait. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de le développer, de le faire en équipe, voir toute mon équipe grandir, voir leurs épaules s'élargir, voir les miennes s'élargir. C'est ça qui est riche. Et du coup, l'avenir, le devant est encore plus excitant que la satisfaction de l'arrière. Dans cet épisode, je vous propose de plonger dans l'univers de Thomas Huriez, le créateur des jeans 1083, ou comment un petit commerçant de Romans-sur-Isère, dans la Drôme, a réussi à se faire connaître dans toute la France en inventant un nouveau modèle économique autour d'un jean made in France, presque entièrement relocalisé et éco-conçu. Il fourmille d'idées et de projets novateurs. Bientôt, il vous proposera un jean consigné qui vous rapportera de l'argent si vous le rendez pour qu'il soit recyclé. Pour Impact Positif, il retrace toutes les étapes de son parcours, de l'informaticien en manque de sens qu'il était hier à l'entrepreneur d'aujourd'hui. Il vous raconte son déclic, son raisonnement, les surprises, les échecs, les différentes étapes comme la levée de fonds qu'il a effectuée récemment, mais aussi les conseils qu'il retire de son expérience. Tout cela avec douceur et acharnement, deux mots qui le caractérisent si bien et qu'il aime lui-même associer dans son quotidien. Merci de me suivre et pour me soutenir et continuer à découvrir ces personnalités et leurs projets à impact, abonnez-vous sur iTunes ou sur votre plateforme préférée, commentez le podcast, partagez-le et notez-le 5 étoiles s'il vous a plu, cela m'aide et m'encourage. Impact Positif, épisode 19, andiamo. Thomas Huriez, bonjour. Bonjour. Bienvenue dans Impact Positif. Vous êtes ce que j'appelle un entrepreneur global. Vous avez mené un projet à 360 degrés avec du sens partout et à tous les étages. Vous le menez toujours d'ailleurs. Un projet pas évident dans le textile. Vous êtes installé à Romans-sur-Isère. Vous l'avez porté de bout en bout. Vous l'avez porté à bout de bras. Aujourd'hui, vous vous développez à tout va. Vous innovez. Vous êtes le fondateur des jeans 1083. Et vous allez nous raconter votre histoire, peut-être en commençant par le début et en nous pitchant l'histoire du nom 1083. Alors, vous l'avez fait des dizaines de milliers de fois, mais c'est pas grave. Cela permet tout de suite de vous situer par rapport à nos auditeurs qui n'auraient pas encore entendu parler de vos jeans. Alors, pourquoi avoir décidé de les appeler 1083 ? 1083, c'est la distance qui sépare les deux villes les plus éloignées de l'Hexagone. De Menton au sud-est à Porspoder, c'est un petit village au nord de Brest. Et donc notre concept, c'est de fabriquer des jeans et des baskets à moins de 1083 km de chez vous, où que vous habitiez dans l'Hexagone. Alors des jeans made in France, on l'aura compris. Alors il y a une histoire autour de Romans-sur-Isère, au-delà de ce que nous évoque ce lieu, le lieu de la chaussure par excellence. C'est la ville de vos grands-parents, arrière-grands-parents, et vous décidez de retourner y vivre après vos études. Qu'est-ce qu'il se passe à ce moment-là ? En fait, donc, j'ai terminé mes études en 2001-2002 et je me destinais à faire de l'informatique. Donc j'ai exercé 4 ans comme responsable informatique dans une école de commerce à Grenoble. Et puis au bout de 3-4 ans, les échanges avec mon ordinateur étaient relativement pauvres. Je m'y ennuyais et comme on bosse tous au moins 8 heures par jour pendant au moins 40 ans, ça ne m'allait plus de consacrer toutes ces secondes, toutes ces minutes, toutes ces heures de travail à un métier qui ne faisait plus sens ou qui ne m'épanouissait pas. Oui. Et du coup, j'ai décidé d'entreprendre, de déménager effectivement dans la ville de mes grands-parents pour pas qu'on vende leur maison et d'y installer une activité. Donc à Romans en 2007, c'était pas fou en termes d'emploi puisque effectivement on était dans le creux de la vague avec la fin de la décadence de la chaussure à Romans. Et en fait, à côté de la maison de mes grands-parents, il y avait la maison du cousin de mon grand-père dont on ne faisait rien, qui était situé juste en face d'un grand centre de magasins d'usine qu'il y a à Romans, qui s'appelle Marc Avenue. Et du coup, cet emplacement, je me suis dit, tiens, pourquoi pas faire une boutique de mode ? Mais comme je veux du sens dans mon boulot, alors je vais ouvrir une boutique de mode éthique. Et donc, j'ai ouvert cette boutique en 2007. Mon démarrage était très, très, très laborieux parce que j'étais ni commerçant ni dans la mode. Mais voilà, vous avez dû tout apprendre sur le tas ? Oui, tout s'est fait sur le tas, bien aidé par ma grand-mère qui me nourrissait
qui me logeait, qui me blanchissait. Et grâce à ça, j'ai eu le temps d'apprendre ce métier de commerçant que j'ai exercé jusqu'en... Enfin, le magasin existe toujours, hein, c'est notre siège. Mais moi, je ne suis plus en magasin depuis que j'ai créé 1083. Puisque... Alors justement, il y a un moment donné, donc ça a duré combien de temps le magasin? Ça a duré quelques années. Le magasin existe toujours. Oui, mais mais je veux dire, vous vendiez... Enfin, à l'époque, vous vendiez effectivement des vêtements éthiques. Vous avez arrêté de le faire à un moment donné. Et ça a été quoi le déclic, en fait, pour passer à autre chose et pour se dire, bah voilà, moi, je vais créer finalement mes propres vêtements? En fait, l'offre de vêtements éthiques, il y a une dizaine d'années, c'était beaucoup des vêtements ethniques. Donc, j'en suis pas très fier, mais je confesse avoir vendu quelques bonnets péruviens. Ça servait pas tellement la cause du bio. Ça associait vraiment le bio, le respect de l'environnement, le commerce équitable à des produits pas très beaux, un peu chers parfois. Et donc, moi, j'étais frustré que ces belles idées-là se retrouvent sur des produits qui les mettaient pas en valeur. Et malheureusement, en fait, en grandissant, donc j'ai commencé à bien maîtriser ce métier de commerçant. Mais mes fournisseurs ont fermé. Ces marques qui distribuaient des vêtements un peu ethniques se sont retrouvées en difficulté parce que l'offre n'était pas tellement séduisante. Et pour pas fermer mon magasin, je me suis dit, tiens, je vais me débrouiller tout seul. Je vais faire ma propre marque de vêtements. Mais pour le coup, je vais essayer de faire des beaux vêtements. Et donc, j'ai cherché un vêtement universel que portent les hommes, les femmes, les jeunes, les vieux, les catholiques, les musulmans, les riches, les pauvres. Et donc, j'ai cherché une combinaison entre un vêtement et une chaussure, parce qu'on est quand même un roman, la ville de la chaussure. Et du coup, je me suis dit que la combinaison jean-basket était on ne peut plus populaire au bon sens du terme et aussi très complémentaire. Et donc, je me suis lancé dans cette aventure-là en 2013. Alors, l'idée du jean, vous le dites, elle n'est pas anodine, c'est un vêtement commun, etc. Tout le monde peut acheter un jean. Le jean, c'est aussi un vêtement extrêmement polluant. Oui, c'est ça. L'idée, c'est de faire le contre-pied, relocaliser. Combien de litres d'eau pour faire un jean? Des dizaines de milliers, je ne sais même plus, des dizaines de milliers de kilomètres aussi parcourus à travers le monde entre chaque étape de la fabrication. C'est assez dramatique, le jean, entre la culture du coton qui consomme énormément de pesticides, les transports qui sont une cause forte du gaz à effet de serre. On a aussi tous les aspects de teinture qui sont très réglementés en France et en Europe parce qu'il y a des stations d'épuration après nos teinturés, mais ce n'est pas le cas en Asie forcément. Et toutes des problématiques liées au délavage avec le sablage, la chimie, qui fait que on achète des jeans délavés qui ont un effet très nocif sur l'environnement et sur les gens. Et donc le jean, c'était aussi ce symbole de faire la preuve qu'un monde plus vertueux était possible sans rien changer dans la forme. C'est-à-dire en continuant d'être séduisant. Alors quand on est hyper jeune, parce que vous aviez quel âge à l'époque? Vous avez créé votre marque 1083, vous aviez quoi? J'avais moins de 30 ans forcément. Mode Éthique, je l'ai créé en 2007, donc j'avais 26 ans. Et 1083, je l'ai créé en 2013, donc j'avais 32 ans. Alors vous êtes jeune, vous voulez produire des jeans, les fabriquer vous-même, c'est ambitieux. On va dire aussi que c'est l'environnement qui était porteur. Vous étiez dans un endroit où on fabrique, où on fait. Ça vous a porté ça? Oui, clairement, quand on voit autour de soi plein d'usines vides, on est frustré. Et on est d'autant plus frustré quand on découvre ce métier de commerçant et le modèle économique du textile. Grâce à cette aventure de commerçant, j'ai compris que le problème des délocalisations, c'était pas tellement à cause du coût du travail, c'était surtout à cause du coût de la distribution qui avait énormément changé. Très concrètement, quand l'industrie française se développait pendant les 30 Glorieuses, le modèle de distribution était très court. En gros, un monsieur ou une dame créait son atelier, fabriquait des chaussures à son nom, par exemple Charles Jourdan, Stéphane Kellian, etc. Donc il n'y avait pas de marketing, c'était son nom et son prénom, la marque. Ensuite, il vendait ses chaussures, sa production à des commerçants, qui le vendaient lui-même au consommateur final. Et du coup, il n'y avait que 3 acteurs du début à la fin de la chaîne. Le fabricant marque, le distributeur et le consommateur. Et pour que ce modèle économique fonctionne, il n'y avait besoin que d'un coefficient de 3, 1 pour 3, entre le prix de revient et le prix de vente. C'est-à-dire que quelque chose qui coûtait 10 à fabriquer, on le vendait pour 30. Mais au bout de 30 ans, la génération qui a créé ces ateliers-là a dû céder finalement son entreprise ou le transmettre. Et sont arrivés des repreneurs qui ont une gestion un peu plus court terme, un peu plus gestionnaire, et qui se sont dit, oulala, mais la production, c'est quand même plein de soucis. On va lâcher la production, on va se contenter de gérer la marque. Et donc, ils ont commencé à sous-traiter la fabrication. Et du coup, un 4e acteur s'est greffé dans ce business-là, avec la marque qui s'est désolidarisée de la fabrication. Et
en se libérant de la fabrication, les marques se sont dit, en fait, je peux gagner encore plus d'argent si je produis chez les voisins. Au Portugal, en Espagne, les salaires sont moins chers. Puis ils sont partis au Maghreb, puis en Turquie, puis en Asie. Et en fait, au fur et à mesure, ces filières se sont alourdies avec des intermédiaires plus nombreux et plus gourmands. Et donc, dans les années 90-2000, les marges de distribution sont passées de x3 à x10. Et du coup, c'est ce qui fait que c'était plus possible de produire localement, tellement les marges de distribution étaient importantes. Et à ce moment-là, dans les années 2000, 90-2000, des commerçants un peu plus malins que les autres se sont dit, mais tiens, moi par exemple, je m'appelle Decathlon, j'ai 100 magasins en France, j'achète des milliers de paires de chaussures à Adidas, je les achète peut-être 50 € pour les vendre 100 €, mais je sais pertinemment qu'Adidas les fabrique pour 10 € au Bangladesh. Alors moi, comme j'ai 100 magasins, je vais me débrouiller tout seul. Je vais aller acheter directement ces milliers de chaussures, puisque je suis en capacité de les vendre. Je vais les acheter directement dans les pays pas chers. Et en réalité, ils ont court-circuité les marques pour les vendre moins cher. Et du coup, quand Adidas vendait ses chaussures 100 € aux consommateurs en les achetant 10, eh bien Decathlon, en faisant une autre forme de circuit court, les achetait aussi 10, mais les vendait 30 ou 40 €. C'est l'arrivée des marques de distributeurs. Et ce schéma-là, eh ben, il est très malin parce qu'en fait, il permet de raccourcir la filière. Cette fois, la marque n'est pas associée à la fabrication, mais la marque est associée au commerçant. Et donc, on retrouve 3 acteurs, le fabricant, la marque distributeur et le consommateur. Et donc, ce modèle économique-là donne de la compétitivité. Et en 2012-2013, quand je m'aperçois de ça, je me dis, tiens, et si je faisais la même chose ? Levi's vend des jeans 90-100 €. Ils doivent les acheter autour de 10 € exactement comme H&M. H&M les vend 30-40 €. Et ben moi, je vais faire comme H&M. Je vais copier le modèle économique d'H&M, mais sur le marché de Levi's. Ça veut dire que si je veux vendre mes jeans 100 €, j'ai 30 € de budget pour essayer de le fabriquer le plus près de chez moi. Et donc, je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire en France pour 30 €? Et la surprise, je peux tout faire en France. C'est-à-dire que je peux faire la confection en France, la teinture en France, le tissage en France, la filature en France. Et donc, comme ça, naïvement, en quelque sorte, on a réussi à relocaliser entièrement la filière, simplement en changeant le modèle de distribution. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, quand on achète un jean 1083, ça coûte entre 89 et 109 €, donc le prix d'un jean Levi's. Sauf que sur ces 89 €, il y en a 87 qui irriguent l'économie locale. Pour l'instant, il n'y a que 2 € qu'on n'a pas encore réussi à relocaliser. C'est le coton qui ne pousse pas en France. Et c'est les boutons érivés qu'on achète pour l'instant en Italie parce qu'on n'a pas trouvé de producteurs locaux. Et puis là, vous êtes en train de mettre en place d'autres solutions pour vous passer du coton. On va en parler d'ailleurs tout à l'heure, mais c'est extrêmement intéressant. Derrière le 100% Made in France, qu'est-ce qu'il faut regarder justement ? Vous êtes en train d'en parler. Qu'est-ce qui garantit qu'on est du Made in France ? Il y a des labels aussi. Mais quand on y regarde plus précisément, il faut faire attention justement. Oui, c'est pas simple. Déjà, une filière de fabrication, elle est complexe. Quel que soit le produit, que ce soit un micro, une télé, une caméra ou un jean, il y a plein d'étapes de fabrication. Et du coup, réussir à expliquer simplement aux consommateurs toutes les étapes de la fabrication pour qu'ils se rendent compte de qu'est-ce qui est fait en France ou pas, c'est pas simple. Alors nous, pour le jean, on a décidé de décomposer ces étapes. Donc en fait, il y en a 8. Il y a la culture de la matière première, la filature, la teinture, le tissage, l'ennoblissement, c'est-à-dire le traitement du tissu, la coupe, la confection et le délavage. On a choisi d'en faire la pédagogie parce que c'est une manière aussi de mettre en avant ces métiers-là pour montrer que ce sont des beaux métiers, avoir plus de facilité à recruter, à former et du coup recréer une sorte de dynamique. Mais pour monsieur tout le monde qui découvre l'univers, c'est complexe. Alors en effet, le plus simple, ce sont les labels. Le label de référence qui labellise l'origine des produits, c'est le label Origine France Garantie, qui peut labelliser tout type de produit à partir du moment où il est fait en France. Et pour ça, il y a 2 critères. Un, que plus de 50% du prix de revient du produit soit fait en France. Et 2, que parmi ces 50%, il y ait des étapes substantielles de fabrication. Ça évite par exemple qu'on achète un t-shirt au Bangladesh 1 €, on fasse l'étiquette en France et on la pose en France pour 1,10 €, et du coup 1,10 € c'est supérieur à 1 €, alors on peut dire grâce à l'étiquette que c'est Made in France, alors que le t-shirt est fabriqué à l'étranger. Bon, ça c'est pas possible avec le label Origine France Garantie, parce que le label Origine France Garantie dit pour le t-shirt, il faut plus de 50%, et en plus, il faut que la confection du t-shirt soit faite en France. Dans le cas du jean, c'est encore plus complexe, et c'est très bien. C'est la confection d'une part, donc la couture, mais aussi le tissage.
Pourquoi le tissage ? Parce que le jean s'est fait dans une toile qui s'appelle le denim, et le denim doit son nom à la ville de Nîmes, donc c'est la part française du jean, et du coup le label nous impose que nos tissus soient faits en France. Et c'est une excellente chose parce que depuis le début, tous les jeans 1083 sont tissés en France, et on va même plus loin avec le fil qu'on fabrique aussi nous-mêmes en France. Alors si on résume, bio, relocalisé, vous travaillez sans intermédiaire, à moins de 100 €. Ils sont pas moches, vos jeans. D'ailleurs, vous l'avez dit dès le début, il faut faire de belles choses, des choses désirables, sinon ça se vend pas forcément. Made in France, donc vous cochez toutes les cases. Oui, et c'est assez marrant d'ailleurs, dans mon magasin il y a 10 ans, il n'y avait que des clients écolo babacool, et maintenant on a des clients d'extrême gauche, de gauche, du centre, de droite et même d'extrême droite, et j'adore ça, parce que du coup ça veut dire qu'on a vraiment réussi à partager, à accueillir tout le monde pour leur partager nos convictions. Alors c'est marrant que vous parliez de ça, parce que j'ai lu quelque part qu'au début vous étiez un peu mal à l'aise avec le Made in France. Oui. Pourquoi ? Oui, en fait, quand j'imagine 1083, c'était en 2011-2012. Et à l'époque, le Made in France, c'était quand même pas mal réservé à Marine Le Pen, comme le drapeau bleu-blanc-rouge. Ils ont réussi l'exploit de nous voler finalement nos symboles et de nous faire culpabiliser de les utiliser. Et donc, effectivement, au début du Made in France, moi, j'avais peur, au début de mon projet, j'avais peur qu'on pense que ce que je défendais, c'était les idées du Front National, quoi. Et au bout d'un moment, je me dis, mais non, mais en fait, le bleu, blanc, rouge, ça m'appartient, comme à tous les Français. Et du coup, je dois revendiquer le fait de l'utiliser pour le lui arracher des mains, en quelque sorte. Et puis en 2012, avec la une d'Arnaud Montebourg sur Le Parisien... Arnaud Montebourg est venu à votre rescousse, oui, avec le Made in France qu'il a promu tout au long de son mandat. C'est ça. Et son exploit, je trouve, c'est d'avoir dépolitisé le Made in France. Parce qu'avant, c'était Front National. Et grâce à lui, c'est devenu... c'est revenu à tout le monde. Et puis après, il y a eu toute la dynamique avec le slip français, 1083, voilà, ça a créé le salon Made in France. Oui. Et donc, depuis, il n'y a plus de sujet. Le Made in France... Tous les politiques, finalement, viennent au salon du Made in France. Oui, maintenant, oui, tous les politiques viennent au salon, et c'est très bien. C'est un salon de l'agriculture bis. Alors, beaucoup de grandes marques aussi, beaucoup de multinationales vendent maintenant des vêtements en coton bio. C'est quoi ? C'est un coup de com', il faut être attentif aussi ? Effectivement, il ne faut pas être naïf. Beaucoup de marques prennent ce chemin-là pour des enjeux de communication et de marketing. Mais c'est pas grave, il faut bien commencer par un bout. Et ce qui est intéressant sur ces sujets, c'est que ces entreprises, ces marques, elles sont animées par des hommes et des femmes qui ont, comme vous, comme moi, un petit cœur, un petit cerveau. Et du coup, sur ces sujets du Made in France, de l'éco-conception, on recule rarement. Quand on commence à acheter des yaourts bio ou des yaourts pas bio, ou quand on s'intéresse au Made in France, il est quand même assez rare qu'on se dise « Ah ben non, finalement, le bio, c'est nul » et qu'on fasse demi-tour. Donc, si ces marques doivent commencer par le marketing, moi, je trouve ça plutôt heureux, parce que si elles le font, c'est qu'elles sont appelées par le marché à le faire. Et si le marché le demande, vous et moi, eh ben, ça veut dire qu'on ne laisse plus d'autre choix aux marques que de nous suivre. Et donc, moi, je n'ai pas commencé par le marché. Moi, c'est vraiment mes convictions. Mais je trouve ça super qu'elles commencent par un bout. Et après, c'est aux marques consoeurs et au marché de faire monter le niveau d'exigence, c'est-à-dire de leur demander de plus en plus de transparence, de plus en plus de cohérence. Et finalement, malgré elles, ces marques, grâce à nous tous, eh bien, elles évoluent. Alors on va revenir au début de l'aventure. Il y a quelque chose qui va vous aider au début, c'est le financement participatif que vous lancez. Ça va vous permettre de récolter déjà beaucoup plus que ce que vous l'imaginiez, et puis surtout de vous faire connaître. Oui, complètement. Et vous allez apprendre beaucoup au niveau communication aussi. Exactement. Je me suis aperçu, grâce au financement participatif, que c'était finalement bien plus riche que l'argent. Il y a effectivement l'enjeu de lancer sa collection avec, pour avoir les financements. Dans mon cas, c'était pour acheter le coton. J'espérais vendre 100 jeans et on en a vendu plus de 1000. Donc ça m'a vraiment surpris, puisqu'en 2013, le financement participatif, c'était pas du tout connu. Ça permet aussi de communiquer sur la marque, parce qu'effectivement, on lance la marque avant même de lancer la production, ce qui est plutôt rassurant. Et en termes de production, ça permet aussi de prendre beaucoup moins de risques, parce que grâce aux précommandes, on sait d'avance les tailles, les couleurs, les coupes qui plaisent à nos clients. Et du coup, ça évite de faire des erreurs en production en se trompant sur les tailles ou les modèles à produire.
Alors ça vous permet aussi de vous faire énormément connaître et puis de comprendre que votre concept, il plaît finalement. Oui, depuis le début, c'est vraiment un truc qu'on n'avait pas anticipé en 2013. Moi, encore une fois, je suis juste petit commerçant en roman, tout seul dans mon magasin. Mon frère vient de me rejoindre et du coup, on lance 1083. Et on ne s'attendait pas du tout à connaître un tel élan. Et on s'était dit, vu qu'on veut engager un maximum les consommateurs avec nous, partageons notre vie d'entrepreneur, partageons notre filière, faisons-les rencontrer les fabricants. Pour les fabricants, faisons-les rencontrer les clients. Bref, allons pleinement dans cette proximité. Puisque 1083, c'est une promesse de proximité, moins de 1083 km. Et en fait, on n'a pas du tout soupçonné la puissance de ça. C'est-à-dire que quand on permet à un consommateur de rencontrer la personne qui fabrique, eh ben, ça donne énormément de sens au consommateur, énormément de sens à son achat. Et vice-versa, du point de vue du fabricant, ça donne énormément de sens à son travail, de voir pourquoi, pour qui on fabrique un vêtement. Et ça, finalement, cette énergie collective qui jaillit de cette proximité, eh ben, elle est plus forte que n'importe quelle carte de fidélité. Finalement, elle est entraînante comme personne, et elle nous a permis, en 6 ans seulement, de passer de 200 000 euros de chiffre d'affaires à 8 millions, de 2 personnes à 150 emplois, en vendant des jeans made in France. Donc c'est vraiment incroyable. Et ça, c'est grâce à toutes ces personnes qui nous font confiance et qui achètent des jeans 1083 au lieu d'acheter des jeans lambda. Alors, vous disiez du coup que finalement, vous n'avez jamais dépensé de l'argent pour faire de la com. C'est encore le cas aujourd'hui ou, enfin, qu'est-ce que vous retirez finalement de cette aventure, de cette viralité que vous avez gagnée grâce au financement participatif et dont vous êtes servi finalement tout au long de votre carrière pour faire connaître 1083 ? Eh bien, ça marche toujours comme ça. En 6 ans, on a toujours eu plus de commandes que de capacité de production. Donc c'était assez frustrant parce qu'on a dû refuser d'être distribué dans certains magasins parce qu'on n'était pas capable de les livrer. Certains clients ont dû attendre 1, 2, 3, 4 mois leurs jeans, surtout dans les premiers temps. Donc c'est quand même assez anti-commercial. Mais c'est grâce à ce retard en production qu'on a eu besoin de créer des emplois, de créer de nouvelles filières, de créer un roman l'école du jean. Et donc tant qu'il y aura plus de clients qui nous feront cavaler devant que de stock, on n'aura pas besoin vraiment de communiquer. Là, on a dû faire de gros investissements pour structurer et augmenter nos capacités de production, pour créer de nouveaux emplois. Et du coup, on commence à avoir les moyens de communiquer un petit peu. Mais on le fait dans des proportions ridicules. Beaucoup de sites Internet consacrent entre 15 et 20% de leur chiffre d'affaires à la publicité sur Internet, donc Facebook et à Google. Nous, c'est 1 ou 2%. Donc, c'est des économies énormes qui nous servent à financer la relocalisation. Alors, puisqu'on parle de communication, vous avez aussi participé à beaucoup de prix. Je pense notamment à My Positive Impact. C'était l'année de la COP21, si je ne me trompe pas, et vous avez fait partie des finalistes qui avaient été repérés. Ça aussi, ça vous aide beaucoup pour la visibilité ? Depuis le début, on a vraiment énormément de soutien. Il y a effectivement le soutien de nos clients, il y a le soutien de tous ces prix qui nous donnent une visibilité géniale. Il y a les retombées presse qui sont extraordinaires. Encore une fois, pour un petit commerçant de roman, la médiatisation qu'on nous a offert, certainement avec la transparence et la qualité de ce qu'on a créé. En tout cas, on l'a pas. C'est pas artificiel tout ça. Et ben ça a eu pour conséquence toutes ces créations d'emplois. Alors justement, puisque vous parlez de création d'emplois, ce désir de produire, d'aller de rencontrer la demande finalement du client, vous pousse à devoir trouver des savoir-faire particuliers. Et vous avez un peu de mal à recruter à Romans, donc vous créez l'école du jean. Et ça c'est récent, c'est en 2017 l'école du jean. C'est votre propre centre de formation au métier de couturière. C'est ça, en fait, on s'est aperçu, grâce aux visites d'usines que l'on fait chez nous, que les métiers les plus attractifs, c'était pas ceux auxquels on s'attendait. En gros, on a beaucoup d'échanges avec des lycées professionnels, des écoles, justement pour recruter des couturières. Et dans les filières professionnelles de couture, il y a plein de jeunes femmes et de jeunes hommes qui sont là plutôt par défaut, parce qu'ils ne sont pas très bons à l'école, ou pour être modélistes ou stylistes. Ils rêvent de ça. Il y a beaucoup moins d'emplois là-dedans que de candidats à ces emplois-là, mais c'est leur rêve. Et donc nous, on s'attendait à ce que, lors de nos visites d'usine à Romans, les gens s'attardent principalement sur ce métier de modéliste, puisqu'on a des modélistes dans l'équipe, évidemment.
Et en réalité, voir cette personne devant son ordinateur, c'est pas le moment le plus waouh de la visite. Le moment le plus waouh de la visite, c'est la couture. Quand on voit comment on part d'un tissu et qu'on fait un joli vêtement. Et donc, on a compris grâce à ça qu'en réalité, le métier de couturier et de couturière, il était super attractif. Mais à nous de le mettre en avant. Donc, on a décidé de peindre toute une machine à coudre en rouge. On a décidé de faire un atelier aussi beau que des bureaux pour finalement respecter autant les couturières que les gens des bureaux. Et on s'est dit aussi qu'on allait essayer de former du personnel pour les garder les plus longtemps possible et pour augmenter nos capacités de production. Et donc, c'est comme ça qu'est née l'école du jean. Aujourd'hui, on est 5 dans l'atelier et nos murs sont trop étroits, donc on ne peut pas embaucher plus de personnes. On attend de déménager dans l'usine Jourdan. C'est un autre de nos projets d'ici 2 ans pour continuer d'augmenter nos capacités de production à Romans. Mais nos capacités augmentent avec nos partenaires dans nos autres ateliers à Bobigny ou à Marseille. Alors, on a du mal à vous suivre parce que vous n'arrêtez pas de développer, d'innover. On va parler de l'usine Jourdan, mais je voudrais qu'on parle d'abord du jean en coton recyclé pour enfants à la location. Ça, c'est une autre idée que vous avez eue. Vous vous êtes dit, vous êtes sans doute papa aussi d'ailleurs, vous vous êtes dit, voilà, les enfants grandissent trop vite, ça ne sert à rien d'investir dans un jean, il vaut mieux le louer. Et vous vous êtes dit, je vais le mettre en place finalement. Oui, c'est ça. En fait, la R&D, c'est pas que de la technologie, c'est aussi dans nos manières de consommer. Donc, il y a 1 an, on s'est dit, tiens, on voudrait faire des jeans pour enfants. Et puis, on s'est aperçu que les jeans pour enfants, ils coûtaient à peine moins cher à fabriquer en France que les jeans pour adultes. Et donc, on s'est dit, mais on va pas vendre des jeans enfants à 90 euros. Nous, en tant que parents, mettre une telle somme pour un jean qui va durer 3 mois parce que le bébé grandit ou 3 mois parce qu'à l'école, une après-midi sur 2, le jean revient troué au niveau des genoux, ça fait mal au cœur. Et donc, on s'est demandé comment faire pour rendre le Made in France plus compétitif. Alors, on a regardé les prix des jeans pour enfants bon marché. On s'est aperçu qu'ils étaient à 20-30 euros. Et on a cherché une manière de rendre... donc, quand on achète un jean bon marché pour enfants, on va en acheter 3-4 par an. Donc, on va dépenser 100-120 euros par an en jean. Si on les achète à chaque fois, bien sûr, il y a du réemploi, etc. Mais si on devait l'acheter, alors on dépenserait environ 120 euros par an. Et ben on s'est dit, plutôt que de louer un jean, plutôt que d'acheter un jean 120 euros par an, on va le louer 10 euros par mois. Et du coup, comme ce jean, on va le louer à plusieurs enfants, on va le construire de la manière la plus solide possible. Donc il va être encore de meilleure qualité que celui à 90 euros. Donc on va faire un super jean, de telle sorte à pouvoir le louer à plein d'enfants différents. Donc il va être super costaud. Et grâce à cette super solidité, les enfants vont avoir toujours un jean à leur taille, puisque du coup, tous les 2-3 mois, ils pourront échanger l'ancien jean pour le nouveau. Et nous, ça va nous forcer vraiment à être dans la durabilité, puisque le jean nous appartient. Et donc, plus on réussira à le faire résistant, plus notre activité sera rentable, parce que plus longtemps on louera le vêtement. Et on a tenté ça donc l'an dernier, avec quand même un succès mitigé. Voilà, est-ce que ça fonctionne ? Alors, au niveau du consommateur, oui. Le nœud du problème, c'est la logistique. Donc, du coup, en fait, ça coûte cher. Les envois de vêtements coûtent plus cher, finalement, que le vêtement en lui-même. Et ça, c'est le principal frein à ce système-là. Donc, on a cherché autre chose. Et là, au printemps, on va lancer un jean consigné. C'est-à-dire qu'on va vendre le jean au client. Au lieu de le vendre 89 euros, on va peut-être le vendre 99 euros, dont 10 ou 20 euros, on ne sait pas encore, de consigne. On a donc conçu un jean 100% en matière recyclée, qui est en fin de vie 100% recyclable, puisque du coup il est monomatière. C'est un jean en bouteille plastique recyclée, en déchets de mer recyclés, donc c'est-à-dire du polyester recyclé. Le fil à coudre, le tissu, les étiquettes, le bouton, tout est en polyester recyclé, de telle sorte à ce qu'en fin de vie, si on est capable de le récupérer, on peut refaire un fil avec. Donc on vous le ramène, on récupère 20 ou 30 euros sur notre achat c'est ça. En initial. fait, il est recyclé, pas mal de marques commencent à communiquer là-dessus. En plus, il est recyclable, c'est bien de le dire, mais c'est encore mieux de le faire. Et donc, pour être certain que le consommateur, en fin de vie, pense à nous retourner le jean, eh bien, on s'est dit, pourquoi pas le consigner. Et donc, le jean va être consigné. Et grâce à ça, donc, on est sûr de le récupérer et donc de le recycler. Mais du coup, vous le vendez cher. Enfin, vous le vendez cher, vous le vendez à vos prix habituels. Il est vendu à nos prix habituels, peut-être même un peu plus cher, donc 10-20 euros de plus. Tout le monde ne pourra pas se le permettre, c'est vrai. 100 euros, 110 euros dans un jean, c'est peut-être une somme importante pour certains. Mais si déjà
les millions de gens qui sont capables de mettre 100 ou 110 euros pour des jeans de marque choisissent de le faire sur des jeans made in France et éco-conçus, il y a déjà un potentiel énorme. Et si rien que cela faisait l'effort de regarder nos innovations, eh bien, en fait, on pourrait vraiment développer des emplois et des innovations en France. Alors, vous venez d'en parler, donc vous allez lancer, ou vous avez déjà lancé peut-être vos jeans qui sont entièrement issus de déchets marins, qu'une entreprise partenaire recycle en les transformant en fils. Donc, c'est le jean 100% économie circulaire, finalement, celui-là. Oui, celui-ci, il est vraiment 100% économie circulaire. Le polyester, l'intérêt du polyester recyclé, c'est que c'est un matériau qui est comme l'eau et la glace. Si vous voulez, l'eau, vous pouvez la transformer en glace, en la refroidissant, puis en eau, c'est un cercle infini. À la différence du pain, par exemple, le pain, vous ne pouvez pas décuire la pâte une fois que vous l'avez cuite. Eh bien, le polyester, c'est comme l'eau, c'est réversible. Donc, du coup, si on réussit à faire un jean monomatière, ce qu'on a réussi à faire avec les boutons, les rivets, le fil, tout est en polyester, en faisant ça, eh bien, en fin de vie, il suffit de faire fondre la matière pour refaire un fil, pour refaire un jean. Donc, grâce à ça, on enferme des bouteilles plastiques et des déchets marins dans une boucle d'économie circulaire. Et donc, on piège tous ces déchets à l'infini dans un produit de qualité. Comment elles vous viennent toutes ces idées? Vous réfléchissez ensemble avec vos partenaires, avec vos collègues, vos associés, votre frère, je ne sais pas, comment ça se passe? Ou alors vous avez, vous dormez pas la nuit, vous écrivez dès que vous avez une idée, comment ça se passe? Alors si, je dors très bien la nuit, c'est un marqueur très important parce que sinon ça serait difficile. Non, c'est des échanges incessants, c'est la transparence. Quand on partage sincèrement et avec transparence tout ce que l'on croit, et bien en fait on converge à nous plein d'idées ou de bribes d'idées qui font que en montant le puzzle, ça fait des nouvelles choses. Et il y a aussi un élément très important, c'est vraiment pour chaque problématique, de revenir à la source de la problématique. C'est la règle des 5 pourquoi. C'est vraiment d'aller à la source de la source de la source du problème. En faisant ça, 9 fois sur 10, on ne trouve rien d'intéressant, mais une fois sur 10, on tombe sur une pensée ou un chemin que personne n'a pris et qui permet parfois de découvrir des petites innovations. Et puis on teste, et on a le droit de se rater. Par exemple, la location, ça marche dans la théorie. Ouais. En pratique, on l'a exprimé en transparence, c'est pas un succès commercial, parce qu'effectivement, on a découvert le frein à la logistique. Alors du coup, grâce à l'échec de la location, et paf, on trouve la consigne. Et puis on va voir si ça marche. Mais jamais on abandonne. Alors, il s'est passé aussi pas mal de choses dernièrement. Vous avez racheté l'ancienne usine de tissage Valru. Donc vous étiez d'ailleurs le client, c'est devenu Tissage de France. Vous l'avez d'ailleurs sauvé de la fermeture, c'est bien cela? Oui, c'est ça. C'est une entreprise qui était notre principal fournisseur, qui s'est retrouvée en redressement judiciaire en mars 2018 et qui avait des savoir-faire très précieux pour nous et pour la France. Un tissage avec 42 métiers à tisser. Donc ça, c'est encore relativement commun en France, mais il ne faut pas s'endormir parce qu'il y en a beaucoup moins qu'avant. Et surtout une filature de coton. La filature de coton, il n'y en a plus que 4 en France. Et du coup, c'est vraiment un enjeu stratégique pour moi que l'on sache fabriquer notre propre fil en France. Et comme on avait réussi à relocaliser jusqu'à la filature notre filière, si on perdait ce partenaire-là, eh bien, on n'était plus capable d'avoir des jeans aussi relocalisés. Donc c'est pour ça qu'on s'est associé à une partie de l'équipe dirigeante pour pas que ce soit fermé et pour redévelopper l'activité. Et vous avez donc dû ouvrir le capital de votre entreprise à des investisseurs aussi ? Oui, nous on a fait une levée de fonds. Alors là, c'est un peu technique, mais si vous voulez que je vous en parle avec plaisir, parce que les levées de fonds, alors j'avais entendu, je crois que c'était Seguela qui avait dit qu'à 50 ans, si on n'a pas une Rolex, on a raté sa vie. C'est bien ça. Et dans le monde des entrepreneurs, si à 30 ans, on n'a pas fait une levée de fonds ou on n'est pas à l'export, pareil, on a raté sa vie. Et moi, je m'insurge un peu contre ça parce que... Oui, effectivement, et vous faites bien de le dire, parce que c'est vrai qu'on l'a rappelé dans un podcast aussi, il y a plein de moyens de se financer autrement qu'en levant des fonds. C'est important peut-être de le repréciser aussi. Complètement. Avant de lever des fonds, il y a l'enjeu de la liberté. On entreprend pour durer, pour des valeurs, pour des pensées, pour des idées. Et si on met le doigt dans les levées de fonds sans y prendre garde, alors des partenaires bienveillants pour les premiers arrivent. Le métier des fonds d'investissement, c'est de gagner de l'argent en prêtant de l'argent. Aucun problème avec ça. Nous, on gagne de l'argent en vendant des jeans. Eux le font en prêtant de l'argent. Et donc, ils rentrent dans l'entreprise avec... l'entreprise, quand le fonds rentre, l'entreprise a une certaine valeur.
S'ils mettent de l'argent, c'est pour que l'entreprise grandisse et prenne de la valeur. Et donc, au bout de 5 ans, 6 ans, 7 ans, au bout d'un certain temps, ces fonds vont vouloir vendre leur part pour faire une plus-value. C'est comme ça que ça se passe. Ouais. Le problème, c'est que plus on travaille en tant qu'entrepreneur, et mieux on travaille, plus on est talentueux, plus on a d'énergie, plus on fait de bons choix, plus son entreprise vaut cher. Et donc, moins on est capable de reprendre les parts de ses investisseurs, parce que ça vaut trop cher. Et donc, ce qui veut dire que c'est l'investisseur qui est rentré il y a 5 ans, qui, au moment où il va partir, va choisir quel va être votre prochain partenaire. C'est comme si votre mari, il vous quitte, et il vous dit, ne t'inquiète pas, je te présente Jean-François, et tu vas vivre avec lui pendant 5 ans. Et en fait, c'est ça qui se passe pour les levées de fonds. Mais comme on démarre les levées de fonds sans trop savoir toute cette mécanique-là, on n'y prend pas garde. Et 5 ans plus tard, on se retrouve avec ce Jean-François qu'on n'a pas choisi et qui peut déstabiliser franchement l'entreprise, puisque du coup, quand on est quand même associé à quelqu'un, ce quelqu'un a du poids et il participe aux décisions d'entreprise. Et si on ne partage pas la même vision que lui, alors on peut être soit faire des choix contraires à ce que l'on veut, soit même en venir à quitter sa propre entreprise, tellement c'est plus supportable de partager. Mais donc vous avez fait ce risque de la levée de fonds cette fois-ci ? Oui, mais moi je l'ai fait de telle sorte à ne pas vivre ça, en capant la plus-value de mes investisseurs. J'ai trouvé un petit chemin qui permettait de respecter à 100% leur modèle économique. Donc ils gagnent de l'argent grâce à moi et c'est très bien. Sauf qu'il y a une limite au-delà de laquelle ils ne font plus de plus-value. Et donc, si moi, je réussis à dépasser cette limite, j'aurai d'autant plus les moyens de reprendre leur part et donc de ne pas subir l'associé avec lequel je serai demain. Alors, on va regarder un petit peu justement votre parcours en chiffres. D'ailleurs, vous allez me corriger parce que j'ai l'impression que ces chiffres, ils ont déjà évolué. 100 000 jeans vendus depuis 2013. Oui, c'est à peu près ça. Développement du chiffre d'affaires x40 en 6 ans. Donc moi, j'en étais à 105 emplois, direct, indirect. Vous m'avez dit 150 tout à l'heure, donc je vois que ça a encore augmenté. 97% du produit qui est réalisé en économie locale. Et vous espérez en 2019 8 millions d'euros de chiffre d'affaires. Quand vous regardez tout ça, vous dites « Waouh, j'en ai fait du chemin » ou « Mince, comment on va faire pour continuer ?» Je regarde pas trop derrière, c'est sympa, c'est satisfaisant, mais 100 000 jeans, c'est rien du tout. Le marché français, c'est 88 millions de jeans. On a découvert un modèle économique qui permet de respecter l'environnement, qui crée des emplois en France, qui recrée de nouvelles filières. Finalement, on ne serait pas tellement à la hauteur de ce potentiel-là si on s'en satisfaisait. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de le développer, de le faire en équipe, voir toute mon équipe grandir, voir leurs épaules s'élargir, voir les miennes s'élargir. C'est ça qui est riche. Et du coup, l'avenir, le devant est encore plus excitant que la satisfaction de l'arrière, quoi. Et justement, devant, il y a aussi l'ouverture de cette boutique à Paris, dans le Marais. Vous en avez 3 autres, à Romans, Lyon, Grenoble. Ça, c'est important, l'étape parisienne. Oui, c'est un cap assez symbolique et important. On ne soupçonnait pas d'ailleurs la dynamique que ça nous offrirait, et elle est géniale. Mais oui, pour une marque de Romans-sur-Isère, d'ouvrir une boutique à Paris, c'est génial. D'autant que ça va être une boutique assez originale. Elle a ouvert depuis décembre, et pour l'instant, elle n'est qu'un magasin, qui marche très bien. Mais dans 2 mois, vont arriver nos machines à coudre. Et du coup, nous allons produire pour de vrai. Il y aura un vrai atelier de confection dans notre boutique de Paris, toujours pour augmenter nos capacités de production et toujours aussi pour rapprocher le consommateur du fabricant et le fabricant du consommateur. Et donc le faire en plein Marais, en plein Paris, c'est un projet qui nous excite beaucoup. Oui, c'est un symbole aussi, effectivement, de le faire dans le Marais. Donc on pourra aller se faire un jean sur mesure chez vous. Oui, tout à fait. Et puis récupérer toute la gamme, tous vos produits qu'on connaît déjà, qu'on voit sur Internet, etc. Oui, dans l'atelier, on va faire du sur mesure, on va faire de la production courante aussi, on va faire des réparations, on aimerait bien faire aussi des courtes coutures, toujours pour rapprocher les consommateurs de ces savoir-faire-là. Alors j'ai vu récemment sur les réseaux sociaux que Teddy Riner, vous avez commandé un jean. Ça c'est bien pour vous, forcément, c'est un beau coup de pub. Oui, c'est rigolo, c'est à titre privé, mais il a... Alors c'était marrant parce que le jean, effectivement, est assez énorme. Oui, on l'a mis dans notre couture. Enfin, Clémentine, notre modéliste,
s'est mise dans le jean de Teddy Riner et en fait on voit en effet on a mis la photo sur Facebook, on ne voit presque plus Clémentine tellement le jean de Teddy Riner est énorme. Mais voilà, c'est un clin d'œil sympa de sa part. Voilà, on a fait un jean sur mesure pour lui et il y a plein de gens comme ça, de personnalités qui commencent à découvrir ce que l'on fait, pour qui ça fait sens et qui ont envie de vous soutenir. Ouais, c'est ça. Et c'est anodin pour ces gens-là d'acheter un jean 1083, mais ça fait sens pour elles comme pour tous nos clients. L'avantage avec ces personnes-là, c'est qu'elles ont une visibilité qui contribue directement à nous faire connaître. Alors, vous rêvez que votre concept il soit reproduit à l'étranger, que d'autres se disent, ah bah tiens, nous on peut faire 1083 en Allemagne, en Pologne, en Espagne, en Italie. Oui, c'est ça. On n'a pas la vision de l'export automatique qui consiste à rêver de vendre des jeans français en Chine. On regrette tous... Ce serait contradictoire avec votre message. Ouais, et puis on est tous là en train de se dire que c'est un peu couillon d'acheter des jeans chinois en France. Bon, ben, à quoi bon faire l'inverse si on se dit ça Donc en fait, ça nous a jamais vraiment intéressé de pousser l'export ou pour les produits. Quand on a des demandes, on le fait parce que, par exemple, vous citiez l'Allemagne, au début, on refusait catégoriquement le fait de vendre des jeans français en Allemagne, pour ce principe-là de proximité de distance. Et puis, ce magasin allemand nous a répondu en nous disant vous êtes bien gentil, c'est vrai, hein, dans la théorie, vous avez raison. Mais moi, du point de vue allemand, il n'y a pas de marque plus locale et plus bio que la vôtre. Alors, s'il vous plaît, laissez-moi le droit de faire mieux que ce que je ne peux faire sans vous. Et là, on s'est dit qu'effectivement, notre raisonnement il était un peu simpliste. Et donc, on a accepté de faire de l'export de produits quand c'est à la demande comme ça de magasins ou de clients. Par contre, c'est pas la fin en soi. La fin en soi, c'est vraiment de réussir à exporter le concept. Ouais. Donc, on espère un jour, effectivement, vendre des jeans 1083 en Allemagne qui seront fabriqués en Allemagne, vendre des jeans 1083 aux États-Unis qui seront fabriqués aux États-Unis, et pourquoi pas vendre des jeans 1083 en Chine qui seront fabriqués en Chine. Alors, Thomas, je termine toujours ce podcast avec cette interview dans l'interview. C'est l'interview Déclic. C'est parti. Quel est le conseil que vous auriez aimé avoir au début de votre carrière ? Je dirais 2 conseils. Le premier, d'écouter tout le monde pour s'enrichir vraiment de l'expérience de chacun. Et le deuxième, d'écouter personne. Parce qu'en fait, si on écoute tout le monde, on ne fait rien. Alors du coup, on fait quoi ? Alors on écoute quelqu'un ? On fait les deux. On fait les deux, d'accord. Bon. Le ou la mentor que vous auriez aimé avoir ? J'identifie pas... je me projette pas par rapport à des gens et j'espère que personne ne le fait par rapport à moi. Je trouve que c'est important d'être soi et j'expérimente, je teste, j'échange, voilà. Et du coup, tout le monde est inspirant en fait. Vous ne seriez jamais devenu ce que vous êtes si j'avais continué l'informatique. Votre plus bel échec ? Oh, il y en a tellement. Ils sont tous beaux. Mais oui, il revient à chacun de faire d'un échec un truc cool. Donc merci les échecs. Une qualité essentielle pour entreprendre ? L'acharnement. Jusqu'à un certain point ? Ouais, tant qu'on a l'énergie et tant qu'on y croit. Après, on peut se tromper, c'est pas grave, mais l'acharnement. Il y a 2 mots que j'aime beaucoup, c'est douceur et acharnement. J'aime rien faire contre les gens. Donc j'aime bien ce mot de douceur, mais en même temps, faut rien lâcher. Et donc je trouve qu'ils vont bien ensemble. Ouais, d'ailleurs, même vous, un exemple, vous n'avez rien lâché. Vous avez fait le tour une diagonale en fait en France pour faire connaître à l'époque en vélo votre marque. Oui, c'était. Donc vous y êtes allé un peu avec tes dents quand même aussi. Oui, mais c'était une blague au début, c'est-à-dire que dans le financement participatif, en 2013, j'espérais vendre 100 jeans, et j'avais dit pour rire que si on dépassait les 1083 précommandes, j'aurais plein de sous, alors je m'achèterais un vélo et je ferais Menton Port Spodère en vélo. Et cette blague s'est transformée en réalité. Et donc j'ai perdu mon pari contre mes clients et je l'ai assumé en faisant, durant l'été 2014, Menton Port Spodère en vélo et en m'arrêtant, en faisant étape, en dormant chez ces clients qui nous avaient achetés sur Internet. Donc c'est l'occasion de les rencontrer et de leur faire visiter nos ateliers. Alors un conseil que vous donnez tout le temps ? Un conseil que je donne tout le temps, d'écouter personne et d'écouter tout le monde. Celui que vous auriez aimé avoir au début. Que dites-vous à ceux qui vous écoutent, qui ont envie d'agir, qui ont peut-être envie de suivre votre démarche, mais ils ne savent pas comment ? Moi, je trouve qu'il faut essayer et il faut accepter l'échec.
L'échec, c'est pas grave en soi, c'est ce qu'on en fait qui est grave ou qui est pas grave. Donc, faut essayer. Moi, je conseille juste d'essayer, d'aller au bout de ses idées, de s'aligner avec soi-même. Et alors, la vie est plus simple. Merci beaucoup, Thomas. Où peut-on prendre des nouvelles de votre actualité 2083 ? Oui, bien sûr. Alors, les actualités de 1083, c'est des nouvelles collections, c'est des nouveaux partenariats. Par exemple, on va lancer des sandales en jean, des tropéziennes. Donc ça, c'est un savoir-faire un peu romanais aussi, puisqu'on a un des derniers fabricants de sandales qui est basé à Romans, qui s'appelle Max Vincent. Et donc, pour l'aider à développer son atelier, on a décidé de faire une tropézienne en jean, et donc d'associer nos deux savoir-faire pour proposer cette innovation du printemps. Exactement. Et donc on prend de nouvelles de vous sur Internet, sur les réseaux sociaux. Vous êtes évidemment très actif. Oui, très actif. Sur les réseaux sociaux de 1083, il y a plein de... Tous nos projets sont expliqués au fil de l'eau, au fur et à mesure qu'on les découvre. Et vous allez déménager bientôt, je pense, cette année d'ailleurs, non ? Alors ça, c'est le gros projet, effectivement. On vient de déposer le permis de construire pour déménager dans 2 ans dans l'usine Charles Jourdan. C'est une usine qui, depuis 10 ans, est fermée, qui est à l'abandon. C'est une friche industrielle. Et comme nous, on manque de place et qu'on veut absolument être en centre-ville, eh bien, on a proposé de réhabiliter cette usine, de la rénover, de la dépolluer, pour y installer nos ateliers et rassembler autour de nos ateliers, qui seront ouverts au public, plein de marques vertueuses, éthiques, qui proposent des beaux produits bio et made in France. Donc un beau projet, effectivement. Donc on peut aller visiter vos ateliers, on peut aller à votre rencontre, voir comment ça se passe, si on est intéressé par le métier. Complètement. Il y a même des visites d'ateliers qui sont organisées toutes les semaines avec l'Office de tourisme de Romans. On peut découvrir nos ateliers et nos équipes. Merci beaucoup Thomas d'être venu dans Impact Positif et très bonne route à vous. Merci beaucoup, à bientôt. Super, c'est bien. Non, c'est bien. C'est dense, j'espère que c'était pas trop technique ou trop... Non, c'était technique, vous avez trouvé que c'était technique ? Non, je sais pas, je me rends pas compte. Non, c'est bien. Donc justement, on a le temps de comprendre en fait, parce qu'au début, quand vous avez expliqué toutes les histoires des intermédiaires, je suis pas sûre que tout le monde le sache ça. Oui, les 8 étapes. Alors, la différence aussi, c'est que vous payez moins cher aussi que H&M, etc. Quoi. C'est ça. Ah bah oui, on prend moins de marge, mais on est rentable. Ouais, mais vous êtes forcément, parce que sinon vous serez pas là aujourd'hui, vous Exactement. êtes un modèle. Non mais super. Merci beaucoup de nous avoir écoutés. J'attends vos commentaires et si vous avez une suggestion d'invité, n'hésitez pas. N'hésitez pas aussi à vous abonner pour ne rater aucun épisode et à partager cette interview si vous avez passé un moment inspirant, ce que j'espère vivement. Rendez-vous sur Instagram ou encore sur notre compte Twitter, @ipositif au pluriel pour toutes